Alors, bonsoir à tous. Tel que convenu, je vous fais parvenir un résumé des explications que je vous ai données lors de la séance 4 en classe, c'est-à-dire concernant la structure de la SCC. Donc, pour ceux qui étaient présents lors de la séance 4, ce sera simplement un rappel des notions qu'on a vues en classe. Et pour ceux qui n'y étaient pas, je crois que c'est une information qui est importante pour bien comprendre le cas. Donc, ce que c'est que la SCC, c'est un organisme sans but lucratif pan-canadien. Et donc, le head office est dans l'Ouest canadien. OK? Et quand on parle de CA dans le cas, on ne parle pas du CA de la Société canadienne du cancer, qui lui, évidemment, est situé au head office dans l'Ouest canadien. Donc, comment ça fonctionne, en fait, la Société canadienne du cancer? C'est que 90% des revenus sont, en fait, issus de l'organisation d'événements. Ces événements-là sont tous les mêmes à la grandeur du pays et ils sont organisés par des divisions. Et ce qu'on entend par division, c'est un bureau régional qui généralement est situé dans un bassin de population d'environ un demi-million de personnes. Évidemment, selon la distribution démographique, ce n'est pas toujours possible, mais généralement, on tente de diviser la population de façon égale et chacune de ces divisions-là organise sa propre version des événements et est gérée de façon semi-autonome. Donc, pour le cas qui nous intéresse, la division en question, c'est l'ouest de Montréal. Donc, ici, on a l'ouest de Montréal. Et donc, ici, on pourrait avoir, par exemple, Québec, qui est une autre division. On aurait Rimouski, qui inclut l'Est du Québec. Donc, chaque division est autonome dans sa gestion des activités. Donc, pour ce qui est de la division de l'Ouest de Montréal qui nous intéresse, comme je le mentionnais, la principale source de revenus est l'organisation d'événements. Par contre, il n'y a pas qu'un événement. Donc, celui qui nous intéresse, dans notre cas, on parle du relais pour la vie. Il y a d'autres événements, on va les appeler ici X et Y, puisqu'évidemment, ils ne sont pas pertinents à notre cas, mais c'est quand même important de savoir que ce n'est pas l'unique événement de la division de l'Ouest de Montréal. Donc, comment organise-t-on le relais pour la vie? Eh bien, il y a une personne à l'intérieur du CA du relais pour la vie qui est payée. Le titre exact de cette personne-là est coordonnateur de l'action bénévole, mais je préfère dire dans ce cas-ci président, puisqu'on est quand même plus près d'un rôle de président que d'un simple rôle de coordonnateur. Donc, avant mon arrivée à la SCC Division de l'Ouest de Montréal, le relais était dirigé par cette présidente, en fait, qui avait avec elle une équipe de 6 bénévoles qu'on voit ici. Et le fonctionnement était en fait très simple, c'est-à-dire que la présidente, au fur et à mesure, distribuait les tâches à un des 5 ou 6 bénévoles en fonction de leurs compétences, évidemment, mais principalement en fonction de leurs intérêts. C'est-à-dire que si on lance l'événement, par exemple, et on a besoin initialement d'aller voir avec la ville, s'il est possible de louer le parc dans lequel l'événement se produit pendant 24 heures. Donc, on allait envoyer quelqu'un aller voir à la ville si c'est possible. Par la suite, si on veut commencer à recruter des participants, ben, à ce moment-là, la présidente allait demander aux gens qui veut prendre cette tâche-ci et les distribuer comme ça au fur et à mesure tout au long de l'organisation. Comme je le mentionnais dans le cas, à ce moment-là, on enregistrait des diminutions quand même importantes dans les revenus, alors que l'ensemble du Canada et surtout le reste du Québec enregistrait des hausses. C'est à ce moment-là que moi, je me suis adonné à entrer en contact avec la présidente du relais et elle m'a demandé d'agir en tant qu'aide, en tant que ici. Donc, ici, c'était moi dans le fond. Je suis un consultant, si on veut, afin de remettre l'événement sur pied. Donc, lorsque moi je suis arrivé, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a effacé cette structure qui existait. Donc, celle-ci n'existe plus au moment où on se parle. Qu'est-ce qu'on a mis en place, en fait? On s'est rendu compte rapidement qu'on avait besoin de plus de bénévoles et de plus de structures. Donc, la structure que vous voyez ici, en fait, ça, c'est la nouvelle structure qui est toujours exacte à ce jour. Cette structure-là, en fait, fonctionne en ce qu'on appelle des sous-groupes. Et là, je suis conscient que lors de la dernière séance, on a parlé de sous-groupes
avec Louise. Par contre, ici, on va parler de sous-groupes formels puisqu'ils sont créés par la présidente, alors que dans le cas du cours, on pourrait peut-être parler de groupes informels, de sous-groupes, pardon. Donc, dans ces sous-groupes formels-là, en fait, ils sont divisés par tâches. Donc, on va avoir, par exemple, les commandites, qui sont une tâche. On va avoir également les installations, le recrutement, ainsi de suite. Donc, chaque sous-groupe s'occupe de sa partie de la tâche. Et chacun de ces sous-groupes est composé, comme on le voit ici, euh, normalement d'environ 5 bénévoles. Évidemment, comme je le mentionnais en classe, ça va dépendre aussi de la nature du sous-groupe. Le groupe, par exemple, de commandite étant un des plus importants, évidemment, il y avait plus de main-d'œuvre dans celui-ci que dans le groupe d'installation, par exemple. Au niveau de la communication, et ça c'est important de le comprendre, c'est que les responsables des sous-groupes, ok, les 6 responsables, qui sont tous, je vous le rappelle, des nouveaux bénévoles issus du milieu des affaires. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont une grande connaissance du management, mais qui ont une très faible ou voire inexistante connaissance de l'événement en tant que tel ou même de la Société canadienne du cancer. Donc, ces bénévoles-là se rencontraient aux 2, 3 semaines et les 6 membres, les 6 responsables des sous-groupes, donc discutaient entre eux des problèmes qu'ils avaient rencontrés, évidemment, dans ces semaines-là. Et également, il y avait une certaine communication, à savoir, moi, est-ce que quelqu'un peut m'aider pour X, est-ce que quelqu'un a des contacts pour Y. Et donc, dans chacun de ces sous-groupes-là, je vous souvenez, je vous ai dit qu'il y avait environ 6 bénévoles en moyenne. C'est évidemment pas réparti de façon égale. Et ces bénévoles-là, en fait, étaient les anciens bénévoles qu'on retrouvait ici plus tôt. Ils ont été redistribués dans les sous-groupes en fonction de leur intérêt. C'est-à-dire que quand on a instauré la nouvelle, euh, le nouvel organigramme, en fait, on leur a demandé à tous et à chacun à partir dans quel sous-groupe ils voulaient faire partie et ils ont été redistribués ainsi. Évidemment, comme on n'avait seulement que 6 bénévoles à cette époque et qu'il y a 6 sous-groupes, vous comprendrez qu'on a dû embaucher ou recruter plutôt des nouveaux bénévoles. Donc, les nouveaux bénévoles, en fait, la majorité des gens qui sont dans les sous-groupes sont tous des bénévoles du milieu du secteur des services. Ce sont généralement des gens qui n'ont pas d'expérience en management, en gestion de projet. Ce sont simplement des gens qui sont là pour qui la cause tient à cœur et qui veulent aider. Donc, côté communication, ces gens-là, donc tous les gens dans les sous-groupes, eux avaient 2 réunions par année, c'est-à-dire qu'avant le lancement de l'événement chaque année, il y avait une réunion où tout le monde était invité. Donc, moi-même, la présidente, tous les présidents des sous-groupes, les responsables, pardon, des sous-groupes et chacune de leurs équipes de bénévoles. Et à la fin de l'événement, on faisait évidemment un post-mortem où encore là, tout le monde était invité. Par contre, entre ces 2 événements-là, et le lancement était généralement au mois de janvier et le post-mortem en septembre. Donc, il y avait quand même une grosse période entre les deux, là. Donc, en ce moment-là, comment la communication fonctionnait, c'est que principalement, les membres des groupes allaient parler aux responsables des sous-groupes, qui, eux, allaient en parler potentiellement pendant les réunions, comme je vous le rappelle, qui étaient environ 2 semaines. Euh, mais il n'y avait pas de réseau de communication d'un sous-groupe à l'autre. Et comme on se rencontrait très peu, et également comme il y avait un certain taux de roulement, parce qu'évidemment, quand c'est du bénévolat, il y a souvent des départs et des arrivées. Donc, il était difficile pour une personne dans un sous-groupe ici de parler directement avec quelqu'un dans un autre sous-groupe. Et si vous étiez en classe, vous vous souvenez que j'ai mentionné que un des problèmes de ça, c'est que souvent, les contacts d'un membre d'un sous-groupe seraient utiles à l'autre. C'est-à-dire que si ici, on a quelqu'un qui travaille dans les installations, par exemple, et connaît quelqu'un qui serait prêt à faire une commandite. Donc, techniquement, il pourrait parler directement avec quelqu'un du réseau du sous-groupe de commandite. Mais officiellement, comment ça se passait, c'est que cette personne-là devait en parler au responsable du sous-groupe installation, qui lui, 2 semaines après, allait en parler au responsable du sous-groupe de commandite, et qui, ultimement, on l'espère, allait se rendre aux membres en question, aux membres qui étaient impliqués. Donc, côté communication, on se rend compte que c'est peut-être un peu difficile, c'est peut-être un peu rigide comme organisation. Et comme je vous disais, important aussi de se souvenir que ici, on a vraiment les gens du milieu des affaires
à 100%, ils étaient responsables. Et ici, on avait vraiment ce que j'appellerais les anciens. Il y avait également des nouveaux, comme je mentionnais, mais principalement, ce sont des gens qui sont sans expérience au niveau management. Et dans le cas, évidemment, je faisais référence au fait qu'il y a eu des tensions, il y a eu des boycotts même. Ben, évidemment, vous comprendrez que c'était principalement entre les anciens et les nouveaux du milieu des affaires, puisque les anciens qui avaient géré cet événement-là depuis 5, 10, 15 ans, même dans certains cas, se voyaient remplacés en quelque sorte par des gens issus du milieu des affaires et eux devenaient euh, simplement un membre d'un sous-groupe. Et évidemment, dans un cas de bénévolat comme celui-ci, souvent les gens ont une certaine fierté envers l'événement. Et là, évidemment, ça, c'est peut-être un peu perdu dû au fait que les anciens qui sont ici, qui avant étaient responsables directement de l'événement, c'est de toutes leurs décisions, ben à ce moment-là, devenaient des acteurs. Et c'était plus, par contre, les responsables des sous-groupes qui, eux, prenaient les décisions, ce qui pouvait entraîner justement une diminution de la fierté des anciens, puisque eux, comme je le mentionnais, par exemple, c'est beaucoup moins impressionnant d'avoir simplement travaillé sur les commandites que d'être une des 5 personnes qui a complètement créé l'événement de A à Z. Donc, en gros, c'est l'organigramme. J'espère que ça vous a aidé. Je vous rassure, ce vidéo-là est affiché sur une page qui est privée. Donc, en autant que vous avez le lien, vous pouvez la visionner, mais personne ne peut la trouver ou la voir autrement qu'en entrant le lien dans la barre d'adresse. Étant donné que ça pourrait être utile plus tard au cours de la session pour vous de vous y référer, je vais laisser la vidéo en ligne pour la durée de la session et je vais le retirer là, à la fin de la session au mois de décembre. Évidemment, comme je mentionnais en classe, si vous avez des questions concernant le cas, concernant l'organigramme, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'envoyer un courriel, message texte ou téléphone au 438-777-2929 et ça me fait plaisir de vous y répondre.